Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette capsule audio autour d'un film. Aujourd'hui, Dahomey, donc je suis accompagné de Léa, bonjour Léa, Bonjour. et de Zara. Bonjour et bienvenue dans cette capsule. Et comme on vous l'a dit, nous allons vous parler de Dahomey de Mati Diop. Juste avant que la capsule commence, je préfère être honnête avec vous. Pour nous, c'est la première fois qu'on enregistre ce format. Donc celui-ci est le premier, c'est un peu l'épisode pilote. Voilà. Donc, comment va se composer cette capsule? Elle va se scinder en deux parties. Tout d'abord, je vais commencer par une petite chronique autour du film, avec des bouts d'interview, car j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Mati Diop avec d'autres collègues. Et ensuite, avec Léa et Zara, nous allons revenir à la fois sur son intervention et donner notre avis autour du film. Donc, Dahomey, de quoi ça parle? Dahomey, ça parle de l'histoire de 26 trésors du royaume de Dahomey, qui justement sont rétribués au Bénin, avant ils étaient à Paris. D'où vient cette histoire? Initialement, Mati Diop, la réalisatrice, voulait raconter un film de fiction, justement le point de vue d'une œuvre, et raconter un petit peu sa vie. Quand elle était du coup en Afrique, pillée par du coup les Français, et ensuite la fin du film, c'était son retour justement sur sa terre natale. Sauf que la réalité a un petit peu pris le devant, puisque en 2017, Macron et Patrice Talon ont annoncé le retour, la rétribution justement des trésors des royaumes d'Afrique, pas que le Bénin, à leur terre d'origine. Et elle s'est dit, c'est le moment parfait, je vais changer la fiction en un documentaire et je vais du coup filmer l'instant présent, filmer un moment d'histoire. Donc c'est ce qui va se passer. Sauf qu'il y a quelque chose qui va la déranger un petit peu dans tout ce battage médiatique, c'est la récupération politique qu'il va y avoir autour de cette histoire. En fait, on va parler que de Macron, on va parler que de Patrice Talon et on va pas parler des Béninois, on va pas parler des œuvres. Et c'est là où il s'est dit, avec mon documentaire, justement, ce que je vais faire, c'est remettre le débat chez les Béninois. C'est eux qui m'intéressent, c'est les œuvres qui m'intéressent, et c'est comme ça qu'on va se concentrer sur eux et pas ce qui se passe en France. D'ailleurs, ça c'est une idée de mise en scène que je trouve vraiment super dans le film, c'est que le film va se scinder un petit peu en deux parties, la partie en France, la partie au Bénin, et durant la partie en France, il n'y a aucun dialogue. Il y a juste les voix des œuvres, mais il n'y a aucun dialogue. Et justement, face à cette idée de mise en scène, Mati Diop revient là-dessus. Pour moi, on n'entendait pas les gens, le peuple, les gens. Enfin, moi, j'entendais que Emmanuel Macron et Patrice Talon. C'est vraiment important qu'on entende d'autres, et des intellectuels aussi sur la question. Moi, le rapport Sarr-Savoie, je le trouve passionnant, je le trouve très important. Encore une fois, il a eu un impact. Mais à un moment donné, moi, c'est les Béninois que j'ai envie d'entendre sur cette question. Mais vraiment, c'est pas juste une posture. Il me semble que c'est eux que ça concerne en premier lieu. Et je n'entendais personne d'autre que les politiciens parler. Ou alors des analyses extrêmement pertinentes et riches qui m'ont moi-même beaucoup éclairé sur la question. Mais là encore, ça peut pas rester... à un moment donné, il faut faire descendre les choses dans le réel, à la base, quoi. Et moi, je trouvais ça vraiment nécessaire et fondamental de restituer cette restitution du sommet vers la base, en fait. Et évidemment que la catégorie de population qui me semblait la plus légitime de s'emparer de cette... Enfin, que moi, en tout cas, personnellement, j'avais envie d'entendre, c'est la jeunesse. Puisque déjà, elle représente un pourcentage très important de la population, pas seulement au Bénin, mais dans plein d'autres pays d'Afrique, et que c'est à elle que revient, finalement, ce rendez-vous, il se passe entre ses œuvres et elle, et le présent et le futur. Toujours autour de cette voix, il y a aussi une autre idée de mise en scène que je trouve assez intéressante, c'est que cette voix, elle a voulu la mixer avec d'autres voix. C'est une voix, la voix des œuvres, qui du coup va se mélanger à d'autres. Il y a 3 personnes qui parlent, c'est une femme et 2 hommes, qui du coup font un petit mélange pour donner à cette voix une texture, une tessiturne, pour vraiment donner à cette voix un vrai cachet, une vraie texture. Et une autre idée de mise en scène qui nous a beaucoup plu ici, c'est l'utilisation de l'écriture inclusive, sachant que c'est assez peu commun de voir des sous-titres en écriture inclusive, en tout cas au cinéma. Et là encore, elle revient là-dessus, on écoute un petit extrait. En fait, avant même de proposer à l'écrivain Mackenzie Orsal de collaborer au texte avec moi, et avant de lui confier l'écriture de la voix des trésors, j'entendais déjà la voix. J'ai su très tôt que le film allait se raconter du point de vue des œuvres. Après, il faut trouver les bonnes personnes pour matérialiser ce que moi j'entends.
Et j'ai confié la création sonore de cette voix à un artiste du son qui s'appelle Nicolas Becker, qui est pas seulement un technicien, qui est aussi on appelle ça un sound designer. Et c'est vraiment quelqu'un qui a une capacité à créer du son. Bon, ça faisait longtemps que je me disais que j'aimerais bien travailler avec lui un jour. C'était réciproque apparemment, et je pense que c'était vraiment le film sur lequel on pouvait vraiment magnifiquement collaborer, parce qu'il y avait ce travail à faire, incarner l'esprit de ces trésors par une voix. Avant que le texte soit écrit par Mackenzie Orsel, auquel j'ai collaboré, il y a d'abord eu en fait le choix des séquences où la voix parle. Le récit au sous-sol, c'est une idée qui est arrivée plus tard. J'ai compris plus tard dans le montage qu'il fallait absolument que l'endroit d'où la voix parle en premier lieu, ce soit les sous-sols, ce soit cet endroit d'oubli, de négation. Ensuite, j'ai choisi de la continuer dans l'obscurité des caisses, puis dans le noir du cargo, puis bien sûr dans les palais où cet esprit, où les trésors renaissent en fait quelque part, jusqu'à ce que l'âme se redéploie dans la ville. C'était aussi raconter les espaces que cette voie traverse, l'espace carcéral des sous-sols, l'espace du cargo qui lui rappelle la déportation en sens inverse du Bénin vers la France, et la mémoire de cette déportation, et le regard potentiellement qu'elle pose sur le Bénin d'aujourd'hui. C'est là que Mackenzie Orsel est intervenue, et qu'on s'est posé en réfléchissant, selon les différents chapitres, qu'est-ce qu'on veut que cette voix raconte précisément, qu'est-ce qu'elle prend en charge sur l'histoire, sur cette mémoire. Ensuite, on a fait traduire ce texte en fond, on a enregistré les voix à Cotonou, et c'est là qu'avec Nicolas, on a réfléchi à comment créer cette voix. Donc moi, c'était important pour moi que cette voix ne soit pas masculine, qu'elle soit masculine et féminine, que n'importe quel Béninois ou n'importe quel spectateur qui entend cette voix, que n'importe qui puisse se reconnaître, un enfant, un vieillard, un homme, une femme, que l'esprit des ancêtres ne pouvait pas être réduite à une voix masculine. Lorsque j'ai choisi l'écriture inclusive, en fait, je sais pas, pour moi c'est tout simplement... c'est un choix important, mais que je trouve tout simplement légitime, et je trouve que c'est la première fois que je faisais l'expérience moi-même de sous-titres inclusifs, et j'ai vraiment trouvé que ça ouvrait un champ, c'était que même physiquement ça m'a vraiment... je me suis rendu compte qu'en effet cette écriture inclusive a vraiment lieu d'être, puisque en tant que femme, moi je me rends compte que chaque mot où l'inclusivité est intégrée, en fait ce n'est pas du tout, évidemment que ça ne produit pas du tout le même sens, la même sensation, et je trouve ça absolument génial que la dimension masculine et féminine existe au sein de cette expérience restituée. Je pense que pour beaucoup c'est la première fois qu'ils verront un film sous-titré en écriture inclusive. Ah oui. Non, je suis très contente de ce choix. Dans l'extrait que vous venez d'entendre, Mati Diop venait de répondre à une question de Karine31, une amie journaliste qui travaille pour Benzine Magazine et qui me permet d'utiliser ce propos, donc je la remercie. Ensuite, une fois qu'on est au Bénin, elle voulait filmer un débat, elle voulait filmer une discussion justement de ces Béninois, de ce peuple. Alors, c'est pas un débat qui a été fait au hasard, elle a fait passer un casting justement avec son assistant mise en scène pour essayer d'avoir différents points de vue, pour montrer que c'était pas binaire et que c'était pour nous interroger tant les gens qui écoutent, enfin les gens qui font, que les gens qui écoutent, nous aussi, quel est notre point de vue par rapport à ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ce film, elle va parler des stigmates de la colonisation et de l'importance de la culture. Rappeler notamment que 90% du patrimoine africain ne se trouve pas en Afrique, se retrouve partout dans le monde, dont des dizaines de milliers d'œuvres se retrouvent dans des sous-sols, comme c'est le cas ici, comme enterrées, comme dans le déni. Elle essaye de questionner notre rapport à la culture et de voir en fait la réappropriation à travers ses œuvres, à travers le fait de ne plus être dans les pays dans lesquels ils sont. Au niveau de la mise en scène, je la trouve simple, mais vraiment efficace, parce qu'elle embrasse totalement le point de vue de sa réalisatrice, qui ne cherche pas du tout à se mettre en avant, mais au contraire de filmer les Béninois, parce que c'est ça son sujet principal. Ce sont les Béninois, à travers du coup leur culture, à travers ses œuvres, mais ce qui les intéresse, c'est les Béninois.
Juste avant de conclure du coup cette petite introduction, rappeler que le film a eu quand même un prix assez prestigieux, à savoir l'Ours d'Or à la Berlinale. C'est un festival qui a lieu du coup à Berlin et c'est le prix le plus prestigieux, c'est le plus grand prix que tu peux avoir là-bas. Donc voilà, pour un second long métrage, documentaire très court, hein, à peine 1h15, c'est vraiment fort de sa part et on vous encourage à le découvrir parce que voilà, le film vient de sortir au moment où vous écoutez cet épisode. Maintenant, je vais encourager mes deux camarades à se joindre à moi. Et tout d'abord, avant de revenir sur l'intervention que vous avez eue, vous, de Mati Diop, déjà, votre point de vue autour du film, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous savez de quoi ça parlait? Moi, je savais pas du tout de quoi parlait le film quand je suis allée le voir. Et en fait, je pense que j'avais un petit peu entendu parler de ces restitutions, mais voilà, je regardais ça honnêtement un peu de loin. Je connaissais pas l'envergure non plus du problème qu'on a dans nos pays occidentaux. En fait, évidemment, je savais qu'on est les pros du pillage. Comme je vais dans des musées, je me rends bien compte à chaque fois que je vais dans des musées que c'est n'importe quoi, enfin, que les œuvres nous appartiennent pas et que tout ça n'est que l'œuvre de centaines d'années de pillage. Bon. Mais je savais pas que ça parlait de ça. Et j'ai vraiment été assez conquise par le film parce que ça évite un petit peu... c'est pas forcément un écueil, mais disons que c'est pas forcément comme ça qu'on imagine un documentaire à premier abord. Il n'y avait pas de voix off, il n'y a pas de... Enfin, il y a la voix des œuvres, mais il n'y a pas de voix off qui explique la situation. La situation, on la voit avec nos yeux vus. Il y a juste un carton d'introduction, mais c'est tout. Voilà. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on sent peut-être la spontanéité du film. Et moi, j'ai été très impressionnée par ce qu'elle a réussi à filmer quand même, parce que je me suis dit que ça a dû être assez compliqué pour elle d'obtenir des autorisations de tournage auprès des différents musées, parce que en fait, la caméra suit vraiment la restitution des œuvres depuis le musée... le Quai Branly, je crois. Merci, ouais, depuis le Quai Branly jusqu'au Bénin, quoi, donc c'est assez impressionnant. Et c'est vrai qu'il y a de très belles idées de mise en scène. Moi, j'ai adoré la voix, effectivement. Enfin, la voix qui est donnée à ces œuvres. J'ai énormément aimé aussi, par exemple, quand la caméra est dans le... en fait, au moment où les statues sont mises où les œuvres sont mises dans des caisses, oui. Et qu'elles sont fermées, la caméra reste avec les œuvres, donc on est plongé dans le noir avec les sons. C'était vachement bien. Et effectivement, j'ai trouvé ça très, très chouette, la manière dont la voix est donnée aux Béninois, et effectivement où... au lieu de se concentrer sur les ambitions des politiciens, car on sait très bien que tout n'est pas fait juste... C'est plus un coup de com'. Il y a le côté coup de com', et puis il y a le petit côté pression aussi. Je pense que c'est des gens qui commencent peut-être à comprendre qu'il y a de plus en plus de gens qui trouvent ça normal. Mais là, c'était chouette que justement, on donne vraiment la parole à ceux qui ne l'ont d'habitude pas, et que, en fait, cette question de la restitution des œuvres soit vraiment reprise par les Béninois, et qu'elle puisse devenir un sujet de débat, parce que le film pose plusieurs questions sur où devraient aller les œuvres une fois qu'elles sont restituées, et c'est des questions qui connaissent pas vraiment de réponse, et c'est vachement chouette de voir des débats qui sont en train de naître peut-être dans les cerveaux de certaines personnes, et à qui on n'a pas donné l'occasion de se poser ces questions en fait à la base. Donc je trouve ça très chouette pour ça. Zara, est-ce que tu veux rajouter? Qu'il y avait un rapport assez intimiste des fois aux œuvres présentées, de par ce choix de leur donner voix justement, et que je trouvais ça grave cool. La sonorisation, pour moi, fait partie des sons qui me relaxent beaucoup. Oui, à la manière de Dune. Et on a fait la blague avec Léa, c'est-à-dire qu'au début des films de Dune, de Villeneuve, vous avez un écran noir avec une voix qui résonne un peu grave et qui cite une maxime du livre. Et donc là, ça faisait un peu pareil. Ça a à peu près ce même genre d'effet, sauf que là, on reconnaît qu'il y a plusieurs voix, dont une voix féminin, etc. Pour revenir à cette idée de débat entre les Béninois, j'ai trouvé ça vraiment super. J'avoue que je pensais que, jusqu'à ce qu'elle en parle, je pensais que c'était qu'elle avait filmé un débat universitaire qui avait été mis en place, je sais pas, par les étudiants, par l'université, de par cet événement, mais en fait non, c'est elle donc qui a casté, etc. Ce qui est un autre point de vue, donc beaucoup moins, c'est une approche beaucoup moins naturaliste, on va dire, mais qui est tout aussi intéressante du coup, de donner voix aux œuvres et à ses étudiants. Et j'ai bien aimé la conclusion, c'est sur ces images un peu néon,
dans la ville d'Abomey, je crois, si je me trompe pas. Je crois que c'est... Donc cette voie qui continue et on voit des Béninois qui font la fête. Il y a un super éclairage aussi. Et c'est très truc, Atlantic vibe à ce moment-là. Peut-être, ouais, je l'ai pas Sans vu. précédent. Oui, ça ressemblait vraiment à des images d'Atlantique que j'avais adorées et ça marchait très bien, je trouve, effectivement. Ouais, voilà, un truc hyper esthétique de soirée et qui rapportait vraiment de la douceur et un petit côté bonbon pour les yeux. Et un truc que j'ai noté, c'est que je trouve que la typo du film... En jaune. Alors, non, elle est une espèce de verre ectoplasmique. Okay. Donc, un peu en mode, elle a un peu la couleur des fantômes dans Ghostbusters, quoi. Donc, une espèce de verre fluo, un peu dilué. Et c'est marrant, je me suis fait cette réflexion que la typo, elle racontait quelque chose aussi, vu qu'on nous parle du fantôme, du passé, etc. Et qu'il y avait ce choix typographique-là. On s'en fiche, c'est vraiment une parenthèse graphique. Non, mais pour rebondir là-dessus, elle le dit dans l'interview qu'en fait, au niveau du titre, c'est... Alors certes, c'était un titre qui a été très longuement... elle a beaucoup buté sur le titre. Elle voulait mettre initialement l'énigme du retour, parce qu'elle s'est énormément inspirée d'un livre qui s'appelle l'énigme du retour, sauf qu'elle n'a pas eu les droits. Et du coup, avec Dahomey, c'est peut-être mieux. En fait, c'était replacer le passé à travers justement toute cette histoire, le fait de parler d'un royaume du passé qui n'existe plus du coup à l'heure actuelle, c'était en fait pour faire une sorte de dialogue, de résonance en disant c'est actuel mais ça date du passé, donc voilà, et elle voulait quelque chose de très flashy en mode c'est ça que je veux mettre en avant. Donc ça rebondit par rapport à ce que tu disais. Il y a juste aussi autre chose sur laquelle j'aimerais rebondir par rapport à la réflexion que tu faisais, Léa, au niveau de notre rapport au musée, de la réappropriation culturelle. Elle voulait pas non plus, comment dire, elle avait dit, elle voulait pas que du coup, elle dise vous êtes coupable, vous devez vous sentir coupable. Par contre, moi en regardant le film, je me sens pas coupable. Par contre, il faut juste qu'on regarde l'histoire en face. En fait. C'est exactement ce qu'elle dit, c'était justement de réfléchir et de prendre conscience du passé de son histoire, de dire que la France a eu un passé colonialiste. Et donc justement, ce film veut parler de ça pas en disant oh là là, vous êtes coupable ou responsable, mais juste d'en avoir conscience. C'est porter un regard sur nos institutions actuelles et comment en fait ça définit, avoir connaissance de cette histoire, en fait ça définit énormément sur notre regard actuel sur ce qui se passe dans le monde de l'art, sur ce qui se passe par rapport juste au rapport aux pays voisins, notamment aux pays d'Afrique. Voilà. Ça comprendre dans quelle histoire on a évolué, avec quelle histoire on a grandi, ce qu'on nous a appris à l'école, etc. Ça nous aide à comprendre aussi pourquoi on a des biais racistes, pourquoi on a des biais colonialistes. Et c'est intéressant. Et voir l'histoire en face, ça permet de mieux se questionner et de pas justement reproduire les erreurs du passé. Si on enfouit le passé en disant non, mais ça n'a pas eu lieu, ça n'a pas existé. Puis de toute façon, nos musées, ils sont mieux, donc on peut bien garder les œuvres. C'est là qu'on fait des erreurs et qu'on reproduit un système colonialiste. Un système colonial ou un système colonial ? Plutôt un système colonial, je dirais. Ou un système colonialiste, je sais pas. Bon, en tout cas, je pense que c'est justement... Et c'est ce qu'il y a de cool avec le film, c'est qu'effectivement, à aucun moment, il accuse... nous, les personnes qui n'y peuvent rien, quoi, d'avoir fait ça, mais c'est juste une réalité, c'est tout, quoi. Cette histoire de passé colonial, comme quoi ça impacte encore aujourd'hui ces pays-là, donc avec cette restitution qui reste tout de même très partielle par rapport au stock qui reste encore sur le sol français. Ça, c'est un truc qui a été abordé dans la partie débat. Et comment, ça, c'est certains étudiants durant le débat en ont parlé également, comment cette histoire française coloniale, elle est apprise par les Béninois. Les Béninois parlent français. À l'école, ils apprennent beaucoup l'histoire française. Et donc voilà, il y a beaucoup d'étudiants, il y a des étudiants qui disaient, voilà, moi, en fait, on m'a appris l'histoire des vainqueurs, entre guillemets, et comme quoi, il y a aussi un besoin de reconnexion avec... sa culture et ça limite des choses dans l'imaginaire aussi du pays à cause de cette grosse influence-là. C'est un vol d'œuvres, c'est un vol d'identité. Oui, complètement. C'est sur la restitution plus que du neuf parce que
la personne qui accompagnait Mati Diop, Gilles Dias, disait qu'il y avait des personnes qui disaient moi je m'en fous de cette restitution d'œuvres, j'ai des problèmes plus importants que ça. Mais c'est aussi une manière de symboliser, je pense, un vol plus global, quoi, le vol de la langue. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que c'est cool qu'elle ait utilisé la langue béninoise, le fond. Qu'elle ait utilisé le fond pour faire parler ces œuvres-là, pour justement, c'est une restitution totale, quoi. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose du débat qui vous a interpellé, quelque chose un aspect, oui? Ah oui, du coup, je sais pas si on a précisé, du coup, Mati Diop était en présence d'un jeune cinéaste béninois. Oui, c'était lui, du coup, l'assistant réalisateur. Ouais, l'assistant réalisateur. Ok, t'en as déjà parlé, pardon, excuse-moi. Mais j'avais pas dit que c'était lui, du coup, tu fais bien de le préciser, que ce Gilles Dias, c'était du coup au moins son assistant réalisateur. On n'a pas, il n'a pas beaucoup parlé, donc certainement qu'on écorche son prénom, donc désolé. Lui, il a pas mal recentré le débat sur le rapport à la sacralisation des œuvres. C'est-à-dire qu'en fait, ces œuvres, elles ont un passé religieux et se pose la question de leur place même actuelle au Bénin, c'est-à-dire il parlait du fait qu'elles sont exposées dans le palais présidentiel, ce qui n'est pas vide de sens, surtout quand le président Talon, du coup, c'est plutôt un pro-Macron, quoi. Et parler du fait que ces œuvres, le jour de la restitution, elles étaient en libre accès, mais que le reste du temps, ce sera payant. Donc, il disait que par rapport à cette politique, cette idée de réappropriation, il y avait quand même énormément de limites qui étaient posées. Et aussi la question de la conservation des œuvres, c'est-à-dire comment on conserve ces œuvres. Est-ce qu'on les laisse dans un palais présidentiel payante, dans des chambres froides, ou est-ce qu'on les conserve à notre manière ? Parce qu'en fait, elles sont conservées de manière occidentale. Et donc voilà, dans cette réappropriation, il y avait aussi la question de l'accès de ces œuvres et de leur conservation qui était très intéressant. Et donc après, le débat est parti très loin sur le sacré des œuvres, l'implémentation des œuvres. C'était vraiment super intéressant. Non mais oui aussi qu'actuellement les œuvres sont, donc tu le disais, dans le palais présidentiel, mais en fait elles n'ont pas été totalement restituées encore de leur lieu d'origine. À leur lieu d'origine, je ne sais plus le nom du lieu d'origine, parce que ce qu'il disait, c'est que en gros, le palais présidentiel, c'est encore qu'un nouveau lieu de transfert, mais qu'après, elles devraient arriver ailleurs encore. Donc, elles n'en sont même pas encore à leur destination finale. Toujours à l'heure actuelle, du coup ? Oui. Okay. Et que donc, oui, je répète ce que dit Zara, mais que voilà, c'est à savoir à qui est-ce qu'on a vraiment restitué ces œuvres et dans quel objectif. Voilà. Et que c'est aussi pour ça que le débat n'a pas été trop soulevé et que les autorités veulent pas spécialement que le débat soit ouvert, parce que ils ont envie de faire leur sauce sans que les Béninois ne s'en mêlent, quoi. Donc c'était intéressant là-dessus, et c'est pour ça que le débat est hyper important et que c'est important de rendre la parole aux principaux concernés. Voilà. Et pour finir, justement par rapport à ce que tu dis, c'est quelque chose qui tenait très à cœur Mati Diop. C'est pour ça qu'elle va faire pas mal d'avant-premières justement pour réinstaurer le débat. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle voulait pas un débat binaire. Vous nous entendez en parler et vous le verrez si vous regardez le documentaire ou si vous venez de le voir. C'est pas un documentaire binaire. C'est pas parce que justement avec ces différents points de vue, ce qu'elle veut, c'est questionner. Elle veut pas offrir une réponse claire et nette, elle veut juste questionner. Et je trouve que sur ça, le film réussit très bien. Donc voilà. On vous encourage à le découvrir si ce n'est pas déjà fait. Merci en tout cas d'avoir prêté une oreille. On espère que cette capsule vous plaira. Si vous avez des retours à nous faire, n'hésitez pas. Et nous, on vous dit à une prochaine capsule. Et aussi, merci les filles. Merci Léa. Merci. Et merci Zara. Merci. Salut à tous. Salut.